ce qu'on voulait aborder maintenant, c'est voilà ce qui est d'une part la loi et la demande. Maintenant, comment on peut faire pour y répondre? On a dit tout à l'heure que très rapidement qu'il y avait tout n'existait pas encore sur étagère. Alors, pour prendre un petit peu de pas de recul, mais bon, il y a ce qui est écrit dans le texte de loi, mais clairement, on voit apparaître 3 types d'objectifs finalement qui peuvent être poursuivis par un investisseur dans ce cadre. Premièrement, un objectif de responsabilité, c'est-à-dire que, et là, si on est dans la droite ligne des critères ESG classiques, en disant, voilà, c'est ma responsabilité de participer en tant que partie prenante, en tant qu'acteur important, à la lutte contre le changement climatique. Et donc là, les investisseurs, ils doivent montrer, c'est l'objectif aussi de rendre public, c'est un des objectifs de la loi, de montrer que le critère énergie-climat a bien été pris en compte dans la stratégie d'investissement. Il y a un deuxième objectif, on a vu, qui apparaît et qui commence à prendre de la force. Autant l'objectif de responsabilité, je dirais, était déjà là, quelque part, même si là maintenant il est renforcé. Mais l'objectif réduction du risque commence à faire un peu son chemin, même si aujourd'hui ça concerne que, comme tu disais, tous les investisseurs ne sont pas forcément conscients ou convaincus de ça. Mais clairement, c'est un objectif maintenant qui est à l'agenda, de limiter le risque pour les placements que je fais. Moi, en tant que compagnie d'assurance, compagnie de retraite, si je ne prends pas en compte ce risque-là, peut-être que l'argent qui m'est confié par les caisses, etc., ne sera pas, ne sera pas garanti. Et donc, moi, il faut que je limite ce risque-là. Ça entre dans mon métier. Ce n'est plus un sujet de responsabilité sociétale. Et puis, enfin, il y a une troisième chose, on peut voir aussi du côté risque, mais aussi du côté opportunité. C'est-à-dire que, clairement, la transition énergétique et écologique, il y a des perdants, il y a des gagnants, et il y a aussi des opportunités d'investissement aujourd'hui. Il y a un besoin d'investissement. Donc on peut le voir du côté responsabilité, c'est votre rôle de financer ça, mais non seulement c'est votre rôle, mais il y a aussi, je dirais, des rendements et des retours à attendre de cet investissement dans cette économie verte ou bas carbone. Donc ça, c'est de manière générale ce qu'on peut chercher à faire. Alors, par rapport à ça, quels sont les outils et méthodes aujourd'hui disponibles? Alors, il y a différents cadres d'analyse, notamment second degré, on en a parlé, a fait aussi beaucoup d'analyses sur l'ensemble des outils disponibles. Là, on a juste fait un résumé de notre vision, en tout cas à ICARE aussi et Finance de ces sujets-là. Clairement, il y a un enjeu qui est très important pour les investisseurs, qui est aussi un enjeu de standardisation. C'est-à-dire qu'on a un problème là qui est quand un investisseur investit, il peut investir dans 6000 entreprises ou autres, et sans parler des obligations d'État, etc. Donc en fait, on a un enjeu d'exhaustivité, et si les méthodes carbone sont très différentes pour chacune des éléments du portefeuille, ça peut poser un problème. Et si moi je le fais différemment d'un confrère, par rapport à cette responsabilité de risque, ça peut aussi être un peu différent. Donc il y a une tension, et il y a un objectif aussi d'avoir des choses plutôt standardisées. Et à l'autre côté, de l'autre côté, il y a un objectif d'être aussi pertinent pour le business. Et quelque part, ces objectifs sont peuvent être antagonistes dans la mesure où si on veut coller à la façon dont travaille une mutuelle ou quelqu'un qui investit beaucoup dans les États ou d'autres dans les entreprises, les méthodes ne seront pas forcément complètement les mêmes. Donc on a juste listé quelques grands types de méthodes, pas des méthodes propriétaires, des principes de méthodes, et on les a classés un peu sur cet axe. Le premier type, c'est l'empreinte carbone. Je vais aller rapidement parce que vous connaissez le sujet. Donc c'est le calcul des émissions de GES et aux activités investies. Alors c'est facile pour les entreprises, c'est un peu plus complexe pour les États, c'est un peu plus complexe pour les infrastructures. Les méthodes n'existent pas toutes, mais globalement, on a un indicateur en tonnes de CO2 équivalent. C'est une valeur absolue en tant que telle. J'appelle ça, c'est pas péjoratif, un indicateur basique d'impact des entreprises sur le changement climatique. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus un indicateur de risque à ce stade. Il y a un lien, on ne déduit pas d'une empreinte carbone en valeur absolue un risque, enfin, il n'y a pas de lien évident, et c'est peu signifiant, effectivement, parce que comment l'interpréter en tant que tel. Mais c'est le plus facile, et c'est celui qui peut standardiser de la façon la plus facile possible. Et puis en France, on a aussi un article de loi, une méthode réglementaire sur comment calculer l'empreinte carbone sur le scope 1, 2 et 3. Alors, après, il y a ce qu'on a appelé les métriques carbone avancées. Là, c'est justement dépasser un peu ce sujet de l'empreinte, c'est se dire comment finalement, comment c'est interpréter cette empreinte et se dire comment je me situe, moi, par rapport à des scénarios.
Alors, ça peut être un salaire de référence, c'est-à-dire par rapport à la moyenne des acteurs. Ça peut être par rapport à des objectifs de degré, c'est-à-dire comment je me situe par rapport à ce que je devrais être, moi, constructeur automobile ou cimentier, d'ici 5 ans pour respecter les réglementations européennes, etc., etc. Donc là, on est dans une interprétation, hein, ça devient une valeur relative. Forcément, on est obligé d'entrer dans une vision sectorielle, hein, on ne peut pas parler comme ça dans l'absolu, et c'est un indicateur, je dirais, avancé d'impact des entreprises sur le changement climatique, mais c'est aussi plus compliqué, plus complexe, non seulement à calculer et à interpréter. Mais on voit qu'on va dans un cran plus loin d'intelligence par rapport à ça. Et aujourd'hui, pas mal d'initiatives d'acteurs, second degré et autres, et puis voilà, nous aussi, vient à essayer de dire comment on peut nourrir ce pavé-là, hein, dont les méthodes ne sont pas encore standardisées. Après, il y a un autre type d'indicateur, et là on passe sur aussi un autre pan. On a vu tout à l'heure hein, que dans le décret, il y a la contribution à la transition énergétique et à des objectifs de degré. Comment on mesure cette contribution? Eh bien, il y a tout ce qu'on appelle, c'est l'anglicisme, hein, mais green metrics, parce qu'il y a beaucoup aussi dans la finance de vocabulaire anglo-saxon, et globalement, ça consiste à dire quelle part de mes investissements contribue aujourd'hui à la transition écologique et énergétique. C'est une valeur relative, là aussi, on n'est pas en absolu. Là aussi, il y a besoin d'une vision sectorielle, parce qu'on ne peut pas dire de manière générale, il faut avoir une réflexion secteur par secteur pour se dire, dans ce secteur-là automobile, est-ce que c'est le véhicule électrique, etc., qu'on peut considérer comme contribuant à la transition écologique. Donc là, il y a tout un tas aussi d'hypothèses à prendre. Après, l'avantage, c'est que, clairement, pour les investisseurs, c'est relativement facile à communiquer, finalement. On est directement sur l'objectif. 10%, 30%, 40% de mes investissements contribuent à la transition. On est directement sur l'objet. Alors que si on dit, mon empreinte carbone de mon portefeuille, c'est 1 million de tonnes de CO2, et alors, enfin voilà, donc on est clairement dans quelque chose qui est beaucoup plus simple à comprendre par les différentes parties prenantes. Autre façon de voir, c'est tout ce qui est notation. Alors là, on va directement dans, je dirais, dans le métier classique des analyses, je dirais, des agences de notation, c'est le métier aussi d'Emmanuel, c'est de dire, en fait, on va faire un rating, on va vous donner une note, donc comme Standard & Poor's et autres, on peut dire, bah, je suis B-, je suis A+, on peut donner un certain nombre de notes, et cette fois-ci, appliquer ça sur le climat. Alors ça existe encore, ça commence à exister aussi, c'est partie de cette initiative aussi privée qui se développe. Il faut là aussi une vision sectorielle, et en combinant différents facteurs, on voit qu'on peut avoir une note qualitative. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que vous êtes D- ou B-, ça donne une appréciation du risque de l'entreprise par rapport au changement climatique, et puis après de l'investisseur. Après, voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement en termes financiers? C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est déjà une étape importante et intéressante, et là aussi, il y a pas mal d'initiatives en cours sur le sujet. Et puis pour finir, en allant, hein, je suis allé du plus simple au plus complexe, hein, au moins standardisé. Bah, les dernières étapes, c'est un peu le Graal. Est-ce qu'il est atteignable ou pas? C'est une autre question, mais c'est de se dire, c'est ce quoi, et là on va directement sur l'esprit du texte de la loi, c'est-à-dire analyser le risque financier, et donc comment on peut, à partir d'une compréhension de l'activité d'une entreprise, d'un État, te dire quel risque financier ça me pose, moi, en tant qu'investisseur, qui achète, je dirais, de la dette française, qui achète des entreprises, enfin des actions d'entreprise, et voilà. Et donc ça, c'est, je dirais, la vision la plus évoluée, la plus complexe, et on voit, c'est un petit peu tout le chemin qu'on a à parcourir, il n'y a pas forcément d'ordre de priorité, mais dans l'ensemble des choses qui vont devoir ou pouvoir être créées pour répondre finalement à ces 3 objectifs qu'on a vus, c'est-à-dire responsabilité, risque et opportunité. Alors, je vais zoomer sur un sujet, je vais zoomer sur quelques points. Il y a un sujet qui clairement nous préoccupe pas mal à la PCC, c'est plus particulièrement les métriques carbone. Et quel scope, quel périmètre, pour quel objectif? C'est des choses là qui sont relativement connues de nous tous, hein, mais donc on a mis, là j'ai mis globalement comment peut se répartir l'empreinte carbone sur le scope 3 amont, le scope 1 et 2 et le scope 3 aval. C'est très différent suivant les secteurs, mais globalement, et c'est le discours de la PCC aussi depuis des années, on milite évidemment pour une empreinte, que ce soit dans les différents articles de loi, une empreinte qui soit sur le scope 3, parce que c'est celle qui nous semble la plus signifiante. Hein. Et donc, globalement, aujourd'hui,
le scope 1 et 2 des entreprises, c'est fiable, c'est vérifiable, mais c'est globalement peu représentatif des enjeux pour la plupart des secteurs. Donc voilà, à part si vous êtes un électricien ou qui a des émissions directes très très fortes, globalement pour la plupart des secteurs, ça ne va pas répondre à la question du risque, ça ne va pas répondre à la question de la contribution, donc les deux sujets dans la loi. Voilà. Par contre, c'est bien additionnable, et ça me fait l'enchaînement avec l'autre sujet. Ce qui est plus signifiant, c'est de prendre le total. Alors le total, toutes les entreprises ne le publient pas, scope 3 amont, scope 3 aval. Donc nécessairement, il y a de la modélisation. Donc il va falloir faire appel à des prestataires qui vont fournir des données modélisées. Donc il y a un biais de modélisation. Quelles sont les hypothèses qui ont été prises. Donc on s'éloigne aussi, ça c'est important pour l'investisseur, de ce que peut déclarer une entreprise. Parce que si l'entreprise ne l'a pas déclaré, finalement, sur quelle information je me base et quelle est la responsabilité des informations, qui est responsable finalement de ces informations modélisées. Mais globalement, c'est plus pertinent à condition de traiter l'enjeu du double comptage. Parce qu'on voit bien que là, quand j'investis dans 1000 entreprises, ou est-ce qu'il y a des doubles comptages dans les scopes 3 aval, amont, c'est quand même une question importante si on veut répondre à la question de l'empreinte carbone réelle de mon activité investie. Voilà. Donc on voit qu'on a le choix entre quelque chose de simple mais qui ne sert pas à grand chose et quelque chose de compliqué, d'un peu plus compliqué, qui est plus pertinent mais à savoir interpréter. Et l'autre point qui est en développement aussi, et là je parle des émissions cette fois-ci relatives, donc cette fois-ci je passe sur les advances métriques, hein, si on se pose la question maintenant de se dire, et je vais l'illustrer par exemple avec l'acier recyclé, hein, c'est un cas d'école, finalement l'acier recyclé, l'activité de recycler l'acier, ça émet des émissions de CO2. Mais par rapport à un sujet de contribution, il ne faut pas oublier que ça permet de ne pas produire de l'acier neuf. Et donc en fait, on voit que les émissions évitées grâce à l'acier recyclé, elles sont supérieures aux émissions réelles. Donc si on ne prend pas ça en compte, cette notion d'émissions évitées par rapport à un scénario de référence, eh ben, on n'a pas compris finalement quelle est la contribution de ce recycleur. Et donc on voit bien qu'il faut aller plus loin, et c'est cette notion un peu de Advanced Climate Metrics, c'est un exemple des émissions évitées sur lequel il faut aller. Le problème, c'est que on a encore beaucoup plus d'hypothèses à mettre en place, et on arrive dans des choses un peu complexes, hein, on parlait de standardisation, etc. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses de scénario de référence qui sont très structurantes, et qui peuvent être potentiellement discutables. Pour prendre un exemple, hein, dans la base carbone, il y a eu longtemps aussi des facteurs d'émissions évités par du renouvelable, etc. Mais ce sont des choses non seulement qui évoluent chaque année, qui dépendent du pays. Enfin voilà, on a quand même tout un tas de complexités par rapport à ces émissions évitées. Mais c'est intéressant parce que ça permet notamment d'aller sur le levier contribution positive à la transition énergétique et au réchauffement limité à 2 degrés. Voilà. Donc ça, c'est pour les métriques carbone. Je prends un autre exemple de métrique. Pourquoi je l'ai mis? C'est parce que, d'une part, on le connaît, puisque on l'a développé en fait pour une société de gestion, donc qui s'appelle Sycomore Asset Management, et je le mets aussi parce que, en fait, dans les exemples, il y a peu de précision en fait hein, dans le décret, dans l'article de loi, sur ce volet-là, qui est l'appréciation de la contribution au respect de l'objectif international d'élimination du réchauffement. Donc là, c'est une manière qui est proposée, qui est de dire, globalement, quand j'investis dans une entreprise, est-ce que, alors là, ça a été fait pour l'entreprise, on peut le faire pour d'autres actifs, est-ce que cette entreprise contribue à la transition? On a considéré qu'elle contribue à la transition si sa performance de ses produits était meilleure que la moyenne du marché. Donc là aussi, on a un scénario de référence, hein, avec la même complexité qu'on a tout à l'heure. Et donc, si elle est dans la moyenne, on considère qu'elle ne contribue pas. C'est-à-dire qu'elle est à 0%. Par contre, si elle fait la meilleure performance pour un besoin donné, on la met à 100%. Et donc là, on voit qu'on a, pour chaque entreprise, une note qui peut aller entre 0 et 100, suivant comment elle se situe pour répondre à un besoin. Alors, c'est assez théorique à ce stade. Pour donner un exemple, si on regarde la mobilité voyageur, c'est un grand besoin, donc un macro-secteur, mobilité voyageur. Mobilité voyageur, vous pouvez avoir du train, de la voiture, différents modes possibles. On a considéré qu'une entreprise qui était que le meilleur moyen au point de vue CO2, c'était le ferroviaire, donc on lui met 100%, que la note 0, ça correspond globalement à un mix modal, qui est le mix modal européen, donc on a pris les différentes parts de mode, et là-dedans, ça nous permet, entre 0 et 100, de grader toutes les entreprises qui sont dans l'univers de la mobilité voyageur. Et donc typiquement, la moyenne automobile se situe là-dedans, hein, l'automobile a
plutôt fait des progrès ces derniers temps. Et au sein de la moyenne de l'automobile, on a différents constructeurs qui peuvent être plus ou moins bons par rapport à cette moyenne de l'automobile. Donc on voit qu'on a un raisonnement qui peut nous permettre en fait de mettre une note de 0 à 100. Et du coup, cette note de 0 à 100 peut s'appeler la contribution à la transition énergétique. Alors, il y a effectivement, Sylvain pose une question sur est-ce qu'on peut avoir un CT2E négatif. Là, dans l'exercice, effectivement, oui, on s'est limité à 0, hein, mais on peut avoir une contribution négative si on est moins bon que la moyenne. Après, enfin, dans l'esprit de la chose, en l'occurrence, pour l'instant, Sycomore Asset Management s'est limité entre 0 et 100, mais dans l'esprit, effectivement, on peut avoir un CT2E négatif. Pour tout ce qui est transport en avion, on a un CT2E négatif, par exemple, puisqu'on est en dessous de la moyenne du mix modal. Voilà, je réponds un petit peu en parallèle. Alors, voilà, l'idée de cette méthode-là, c'est de pouvoir graduer alors, en fonction des informations disponibles. Donc, il y a un travail d'analyse important à faire, mais mettre une note de 0 à 100 pour les différentes entreprises, et on peut le faire de la même manière pour les infrastructures et les États. Je vais sur la notion de risque. Tout ça, c'est pour préciser les différentes boîtes qu'on a vues avant, et de rating du risque climat. Je ne vais pas entrer forcément dans le détail, mais c'est juste pour donner la façon dont nous, avec Equifinance, ICARE et puis un défi, on a analysé ce risque-là. Pour nous, il y a 4 principaux risques qu'il faut pouvoir analyser. Il y a le risque physique. Il est nommé en tant que tel dans le décret. Donc clairement, il y a différents risques physiques qui sont connus. Aujourd'hui, les territoires, d'ailleurs c'est intéressant, les territoires avec les PCET font des plans d'adaptation et donc en France, et donc ont évalué ce risque physique. Alors évidemment, c'est plus facile pour un territoire que pour une entreprise, puisque l'entreprise est sur plusieurs territoires, donc c'est un peu moins évident, mais on voit qu'il y a quelque chose qu'on peut estimer. Et puis après, il y a 3 autres risques qui sont pour moi les 3 façons de segmenter ce que le décret a appelé le risque de transition. Il y a l'évolution des prix de l'énergie, il y a l'évolution des réglementations, et puis il y a le risque aussi lié à la réputation et la préférence des consommateurs qui peuvent aussi se détourner de produits je dirais, très carbone intensifs. Donc on a ces 3 risques-là qu'on peut évaluer et à partir desquels on peut constituer une note climat. Et là-dedans, les émissions de CO2 de ces entreprises-là sont un indicateur parmi d'autres enfin un indicateur important, pour évaluer notamment ces risques. Mais notamment par rapport au risque physique, les émissions de CO2 n'ont aucun lien avec le risque physique. Par contre, sur le reste des éléments, il peut y avoir des liens, mais on voit que ça va être des émissions de CO2. Si c'est sur le scope 1 et 2, ça ne va pas tellement permettre, à la marge en fait, de saisir l'ensemble de ces catégories de risques liées aux entreprises. Voilà, et puis enfin, mais je vais passer rapidement pour laisser du temps pour les questions, on peut aller jusqu'à la fin en disant, et c'est l'objet de dire comment cette performance énergie-climat peut se matérialiser, et donc comment on passe de la performance environnementale à la performance financière. Voilà, je vais laisser du temps pour les questions, malheureusement parce que j'ai pris un peu de retard, mais ce que juste à retenir en quelques points, c'est que clairement il y a des choses plus ou moins complexes. Donc ça c'est plus la décision des investisseurs, mais on peut faire des choses très très basiques et des choses plus complexes suivant ses objectifs. Deuxièmement, il ne faut surtout pas se focaliser, il n'y a pas de vérité, c'est encore à construire tout ça. Et donc c'est intéressant en fait d'une part d'adopter plusieurs métriques, et d'autre part d'être complètement transparent. Il faut éviter les effets boîte noire, dans le sens où tout ça c'est encore en devenir et il n'y a pas aujourd'hui de standardisation. Voilà, et puis je passe enfin, c'est important aussi pour nous de se dire d'éviter en fait autant que possible alors là on est sur l'énergie et le climat, mais de prendre en compte aussi d'autres aspects. D'ailleurs, on voit que dans le décret, on parle de l'évolution de la liquidité et du prix des ressources naturelles. Il y a le fameux sujet sur le diesel. Le diesel, c'est mieux pour le carbone, mais c'est moins bon pour les émissions de polluants. Donc, il faut essayer aussi, éviter autant que faire se peut d'avoir des œillères en se concentrant que sur énergie-climat. Voilà. Et puis, avant de passer la parole aux questions, donc pour répondre d'ailleurs à une des questions, si on a souhaité aussi prendre la parole, c'est parce que voilà, depuis maintenant plus d'1 an, on travaille sur ce sujet avec Equifinance, et donc on a développé une offre en partenariat aussi avec une société qui n'est pas à côté de nous, mais qui s'appelle Indéfi, qui est une société de conseil en stratégie dans le secteur financier. Une approche, en fait,
qui permet de s'adresser à la fois aux investisseurs institutionnels et aux sociétés de gestion pour en fait traiter l'ensemble de ces sujets-là, et pas uniquement d'un aspect réglementaire, hein, mais l'aspect pour répondre à ces notions de risque et de contribution à la transition. Et c'est une approche qui est, ça c'est important, qui est multiclasse d'actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant il y a beaucoup de méthodes sur les entreprises, autant sur le reste, il y en a un peu moins. Et donc nous, notre offre actuelle, hein, qu'on commence à déployer, elle s'adresse en fait à l'ensemble des classes d'actifs, y compris les infrastructures et l'immobilier. Voilà. Je passe la parole aux questions et aux réponses dans le temps encore qui nous est imparti. Alors, la méthode des Green Metrics, Ali, tu nous l'as. Est-ce que la mise en place des signaux indicatifs sectoriels, mais non proposé en décret, peut amener l'investisseur plus rapidement sur un scénario 2 degrés? Je pense que justement, s'ils ne sont pas allés aussi loin dans le décret, c'est que tout dépend en fait non seulement de l'investisseur, c'est-à-dire que si on a un investisseur qui est spécialisé sur les actifs énergétiques, donc les infrastructures énergétiques, ça aurait du sens de dire 20% de renouvelables dans mon portefeuille. Si je suis un investisseur qui a investi dans des actions ou dans des États, c'est une obligation qui n'a pas de sens. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qui doit se construire, un petit peu aussi classe d'actifs par classe d'actifs, et c'est les pratiques des investisseurs qui vont avancer là-dedans. Alors sur Green Metrics, je vais répondre parce qu'effectivement, donc l'exemple de la mobilité paraît subjectif, car propre à un pays. Alors typiquement là-dessus, hein, Eve, c'est une méthode qui a été faite sur un périmètre mondial, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a analysé les rapports annuels des constructeurs, donc avec des constructeurs qui ont des ventes de véhicules dans le monde entier, et l'ensemble des performances, le référentiel en fait de mobilité est mondial. Hein, donc c'est pas propre à un pays, et ça effectivement c'est important quand on s'adresse aux entreprises, c'est qu'il faut raisonner à l'échelle mondiale ou européenne, hein, suivant les données disponibles. Voilà. Ça c'est peut-être une question pour toi. Dans l'ESG, il y a SG en plus de E. Oui, Fabien. Oui, non, c'est important. Ce matin, on a plus parlé du deuxième volet, et là, je reviens à la slide. Je ne sais plus laquelle, elle n'est pas numérotée, mais dans l'article 173 de la LTE, il y a deux volets. Hein. Il y a l'ESG, c'est comment vous, investisseurs, vous prenez en compte l'ESG, donc environnement social, il y a le social et gouvernance, et le deuxième volet qui est la contribution à la transition énergétique. Donc, on n'a pas abordé le premier volet, c'était pas l'objet de ce matin, mais vous avez raison. Les investisseurs vont devoir dire de la même manière comment ils prennent en compte, comment ils mesurent le risque social et le risque de gouvernance dans leurs investissements, que ce soit pareil, tant un bien immobilier, une infra ou une action dans une entreprise ou un État. Mais ça ferait l'objet d'une autre séance. Après, la politique de prix interne, hein, pensée pour permettre aux entreprises de faire face à des risques liés au changement climatique, c'est très intéressant. Donc cette internalisation en fait de cette externalité qui est les émissions de GES, donc ça c'est quelque chose que de plus en plus d'entreprises mettent en place, ou de collectivités hein, d'ailleurs. Et oui, c'est effectivement une démarche très pertinente. Après il y a la question du périmètre, hein, puisque si on est sur le scope 1 et 2, et c'est souvent quand même le cas pour ces politiques internes, bah, on n'embarque pas l'ensemble des enjeux hein, liés à la fois en termes de risque et de contribution positive. Alors, merci hein, pour toutes ces questions. Il y en a pas mal. Alors, je pose la question plus à Emeline. Vu qu'il est 12 heures pile, comment tu souhaites faire? Est-ce que tu souhaites... est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? On peut en prendre une vraiment, avec le micro, on peut en prendre une toute dernière si tu veux, mais on va rapidement conclure et donc du coup je propose que tu répondes à l'écrit à toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse pendant la session. Oui, tout à fait. Alors peut-être dernière question, on pourrait prendre, on a déjà parlé un petit peu de ESG. Oui. Alors les actifs permettant le stockage du carbone, bon, c'est un sujet peut-être un peu pointu, mais globalement, toutes les entreprises qui sont actives dans le
Et c'est un peu cette notion d'émission évitée dont on parlait tout à l'heure, ou de contribution à la transition énergétique, le CT2E par exemple, ces green metrics là. On peut considérer que des activités positives, que ce soit le renouvelable ou le stockage de carbone ou autre, effectivement, d'une part permettent des émissions évitées, donc ça c'est la méthode par les émissions évitées, puisqu'ils permettent de stocker, et d'autre part contribuent positivement, donc il faudrait définir le pourcentage de contribution qu'on pourrait mettre sur ces activités-là. Mais oui, clairement, c'est des activités qui peuvent être valorisées, que ce soit des entreprises ou des infrastructures. Merci.